Ce mercredi 10 décembre 2025, la ville d'Ouvira, chef-lieu temporaire du Sud Kivu, est passée sans aucun combat sous occupation du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Plusieurs témoins confirment la présence visible des groupes de rebelles dans les principales artères de la cité, tandis que d'autres rebelles se sont dirigés vers Kavimvira, la frontière avec le Burundi. Les rebelles sont entrés dans la cité, sont rencontrés une résistance et selon des sources sécuritaires, l'armée congolaise s'était déjà retirée de la ville la veille en direction de Suimois, Makobola et Baraka dans le territoire de Fizi. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 10 décembre 2025. Participe au débat Juvenal Mounoubo, avocat, cadre de l'Union sacrée de la Nation, député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Juvenal Mounoubo, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs. Jean-Baptiste Omundo Kassekwa, député national honoraire, premier vice-président du parti politique Engagement citoyen pour le développement, SID en sigle. C'est un parti de la coalition Lamuka. Il est également notable de la province du Nord Kivu. Jean-Baptiste Omundo Kassekwa, bonsoir. Bonsoir Kelly et toutes mes condoléances à la population d'Ouvira et à tous les réfugiés qui sont à Bujumbura, dans le territoire de Fizi et partout ailleurs. Henri Pacifique Mayala est également avec nous dans ce débat. Il est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker. C'est un projet de recherche sur la violence à Ebouteli. Ebouteli qui est l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Pacifique, Henri Pacifique Mayala, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à l'honorable Kassekwa, bonsoir à l'honorable à Bukavu au sud Kivu. Merci Henri Pacifique. À Bukavu au sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867, mais vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net. Je l'ai dit dans le sommaire, une présence des troupes du M23 est signalée depuis ce mercredi avant midi dans la ville d'Ouvira, au sud Kivu. Cette présence intervient après plus d'une semaine de combats acharnés entre ces rebelles et les forces gouvernementales dans la plaine de la Ruzizi. Voilà, Roneli Timonera pour le reportage. C'est précisément vers 11h30, heure locale, que les premiers éléments de l'AFC M23, appuyés par l'armée rwandaise, ont été aperçus dans la partie nord de la ville vers Kavimvira, en direction du centre de Mulongwe. Selon de notables d'Ouvira, agents sur place, les rebelles n'ont rencontré aucune résistance en foulant les sols de la cité. En file indienne, un groupe s'est dirigé vers la frontière des Kavimvira, à la limite avec Bujumbura, capitale burundaise. Nous observons leur mouvement depuis nos maisons par peur, a déclaré un habitant de Kiromoni, joint par Radio Capi. Cette entrée des troupes du M23 à Ouvira intervient alors que les militaires de FARDC s'étaient déjà retirés de la ville depuis hier en direction des Suima, Makobola et Baraka dans les territoires voisins de Fizi, indiquent de sources sécuritaires. Nous n'avons pas encore reçu la réaction officielle des autorités provinciales du Sud Kivu à ces sujets. Merci Roneli pour tous ces détails. Juvenal Mounoubo, je rappelle que vous êtes avocat, cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. La ville d'Ouvira vient de passer entre les mains ou tomber entre les mains de l'AFC M23 soutenu par l'armée rwandaise. Alors, d'abord, votre première réaction par rapport à cette ville, énième ville de la RDC qui vient de tomber entre les mains des rebelles. Alors, tout d'abord, je voudrais saluer les autres intervenants, honorable Jean-Baptiste Kassekwa et Henri Pacifique Mayala. Je voudrais aussi, à la suite de l'honorable Kassekwa, exprimer ma compassion par rapport à ce qui se passe à Ouvira. Ouvira, c'est dans la République démocratique du Congo, et puis ce sont nos compatriotes, des humains
ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui sont en déplacement maintenant dans le pays voisin. Et mettre les vœux que la paix revienne le plus rapidement possible. Je voudrais souligner l'importance de Uvira. Uvira, ce n'est pas un millier quelconque. En tout cas, sur le plan géostratégique, par rapport à la progression de ces rebelles, l'AFC M23, eh bien, Uvira est à considérer comme un verrou. Un verrou qui, si ce verrou saute, il y aurait lieu, il y a à craindre que les rebelles progressent un peu plus au sud. Et une autre grande agglomération, c'est Kalibi, dans les Tanganyika. Parce que là, il reste Fizi Baraka. C'est vrai que traditionnellement, c'est un millier de la résistance. Il faut quand même avouer cela dans l'histoire du Congo. Mais est-ce que la résistance va s'organiser cette fois-ci? Donc, on sait bien qu'il y a beaucoup de groupes Maïmaï entre Uvira et Kalemi. Et donc, s'il n'y a pas une résistance là-bas, et donc c'est Kalemi la prochaine étape. Et puis, les lacs pourraient faciliter aussi si on n'est pas vigilant, parce que dès là, par les lacs Tanganyika, on accède à Kalemi. Il faut aussi voir ce que pourrait être l'attitude de notre voisin, la Tanzanie. On sait ce qu'a été l'attitude du Burundi. Le Burundi nous a aidés. En tout cas, il a utilisé de tous ses moyens. Et jusqu'à ce que le Burundi est en alerte aussi pour sa sécurité. La raison pour laquelle ces frontières nationales ont été fermées aujourd'hui. Et donc, il reste à savoir quelle est la position de la Tanzanie. Est-ce que la Tanzanie va nous aider à sécuriser les lacs Tanganyika? Ça, c'est une question. Il faudrait bien voir. Alors, pourquoi Uvira est tombé? Uvira est tombé. Alors, pourquoi l'intensification des affrontements juste après la conclusion d'un accord à Washington? Eh bien, moi, j'ai compris que c'est une façon pour la rébellion d'éprouver son existence, une existence, je dirais, indépendante selon eux du Rwanda. Donc, ils disent, voilà, comme vous avez signé à Washington avec le Rwanda, vous, le gouvernement congolais, nous voulons vous démontrer que nous pouvons exister par nous-mêmes. Vous voyez, c'est un peu comme ça, faire monter la pression, et ils veulent coûte que coûte pousser vers Doha. Bon, évidemment, la reprise de Doha, c'est pas seulement eux qui ont besoin à ce que Doha reprenne rapidement, c'est nous tous, parce que moi, personnellement, je ne crois pas, depuis un certain temps, je ne crois pas à la possibilité d'une victoire militaire lorsqu'on voit les forces en présence. Et que la voie de la sagesse, c'est celle. Et justement, en parlant des victoires militaires, beaucoup de gens se posent la question comment on peut justifier le retrait ou repli stratégique de l'armée de la ville d'Uvira, chef-lieu temporaire de la province du Sud Kivu, laissant la ville tomber sans aucun combat aux mains du M23 soutenu par le Rwanda. Alors, les combats ne devraient pas, en tout cas, se mener en pleine ville. Sinon, il y aurait vraiment un bain de sang. Il y a eu un point d'affrontement, d'achoppement, c'était Luvungi. Il y a Kamanyola et Luvungi. Et là, il y a eu d'après-affrontements. C'était avec l'usage même des drones et tout. Je pense qu'on a tous suivi cela. Et donc, le fait que Luvungi est tombé, eh bien, il y a eu un repli le repli a eu effectivement sur mais selon certaines sources, de Luvungi jusqu'à Uvira, il n'y a pas eu combat entre M23 et l'armée congolaise. Justement parce que les verrous, parce que pour constituer un verrou, il faut du temps. Il faut prépositionner les matériels et tout. Et le prépositionnement était si important à Luvungi, à Kamanyola et Luvungi. Raison pour laquelle, quand ce verrou est sauté, eh bien, il y a eu un repli sur Uvira. Alors, est-ce qu'il fallait bien engager une guerre en plein Uvira? Moi, je crois que sur le plan stratégique, ça n'aurait pas servi la cause de la paix parce qu'il y aurait un bain de sang dans la ville. Et ça sera comme ça à chaque fois, à chaque ville? Le repli, dans toutes les guerres, il existe toujours un repli. Le repli, ce n'est jamais une conclusion que l'autre partie est en faiblesse, la partie qui a fait le repli. Ça peut être une façon de se réorganiser. Alors, nous souhaitons, nous tous, que l'autorité de l'État soit rétablie à l'Est. En tout cas, par tout le moyen, à défaut d'une solution militaire, une solution politique. Mais étant donné qu'on a déjà engagé en route deux processus de paix importants, les processus de Washington, même si à Washington, je suis resté quand même sur une soif parce qu'on a privilégié des questions beaucoup économiques en lieu et place des questions de sécurité et de paix. Moi, je pensais que Washington nous permettrait d'avoir une feuille de route actualisée pour la question FDLR, comment on y met fin.
et puis la question des retraits des troupes rwandaises. Moi, je pensais que les 4, on aurait un peu plus de précision sur ces 2 questions-là, qui font à ce que les relations entre le Congo et le Rwanda se refroidissent. Alors, je crois aussi qu'à part Washington, il y a Doha. Il n'y a pas de raison. Doha devrait reprendre pour négocier les autres 6 protocoles et conclure la paix. Est-ce qu'au vu de la situation sur terrain, est-ce que la rencontre de Doha ou la poursuite des négociations sur le fond à Doha, est-ce que c'est pour bientôt? Je suis un tout petit peu sceptique, à moins qu'il y ait de la pression sur le plan diplomatique. Raison pour laquelle ceux qui nous ont aidés d'abord à réaliser ces sommets à Washington, cette rencontre au sommet entre Tshisekedi et le président Tshisekedi et le président Kagame, ils ont la possibilité, je parle ici des États-Unis, du président Trump, il n'y a pas que les États-Unis, les autres puissances. Ils ont la possibilité de stopper la rébellion, de demander aux rebelles de ne plus avancer, de se retirer. Il suffit d'un coup de fil. Il parle, même j'ai vu le groupe de contact qui a fait un communiqué conjoint sur les Grands Lacs. Mais au-delà de ça... Mais c'était pareil pour Goma et Bukavu. Est-ce qu'il faut compter sur la communauté internationale, Juvenal Mounoubo? Vous savez, parfois la communauté internationale intervient. Vous avez suivi ce qui s'est passé, en tout cas pas plus tard qu'il y a 3 jours au Bénin. Si vous lisez une dépêche de vos confrères des médias francophones, eh bien, la France a envoyé des forces spéciales, non, pour aider les présidents. Il n'y a pas que le Nigeria qui est intervenu, il y a la France aussi. Et donc, même si on peut dire que l'époque des interventions des forces spéciales ou l'époque, par exemple, où la France nous a aidé à sauver Kolwezi en 1978, on peut dire que c'était en pleine guerre froide et que c'est révolu. Mais si on observe bien, il arrive parfois, si les Occidentaux ont des intérêts, il y a des endroits, bien s'ils ciblent bien leurs intérêts, ça arrive parfois qu'ils interviennent directement pour aider un pays en difficulté. Parce que là, on fait face à une agression. Il existe une résolution des Nations Unies, la 2773, qui condamne le Rwanda et qui demande à ce que le Rwanda retire immédiatement ses militaires. Mais une résolution qui n'a pas été suivie par les processus de Washington et qui n'a pas été suivie par les processus de Doha, parce qu'on ne parle plus vraiment. Quand vous lisez l'accord cadre de Doha, le plus récent, eh bien, on ne parle plus de cette question des retraits immédiats. Et la levée des mesures de défense du Rwanda, d'ailleurs un terme qui est vague et qui est resté vague. Et puis de plus en plus, on ne parlait même plus de ça, quoi. Et si vous lisez l'accord cadre de Doha, c'est comme si on va vers une cogestion de l'Est, avec la rébellion du M23. Et donc, on s'est éloigné de la résolution 2773. Les États-Unis expriment leur ambition d'accéder aux ressources à travers une chaîne d'approvisionnement saine, ressources de minerais. Ce n'est pas mal. C'est ainsi va le monde. Est-ce que les négociateurs du côté de la RDC ont mal négocié? Alors, on a besoin de l'intégration. Je ne dirais pas qu'ils ont mal négocié. On a besoin de l'intégration, mais la question c'est quoi? Est-ce que le Congo est prêt à une intégration économique sous-régionale? C'est ça, parce que vous ne pouvez pas intégrer pour construire un ensemble régional si vous n'êtes pas vous-même intégré. C'est ça. Le problème au Congo, c'est qu'on n'a pas des infrastructures de base. Le pays n'est pas interconnecté. Quelqu'un qui vit à un point comme ça, séparé de 50 km d'une communauté, eh bien, il ne sait quasiment pas ce qui se passe à 50 km. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer. C'est difficile de se mouvoir à l'intérieur de l'espace RDC. Alors là, ça rendra difficile une intégration. Et donc, aller dans une intégration, nous risquons d'être perdants, alors que ceux qui ont développé en interne des infrastructures risquent d'en sortir gagnants. C'est un peu ça, là. Mais je ne suis pas contre l'intégration, parce que l'Europe, le succès de l'Europe, c'est un exemple parfait d'une intégration. Et donc, c'est une bonne chose. Mais tout ça, c'est bien. Cadre d'intégration régionale, les accords stratégiques. J'ai vu que Washington en a signé avec le Congo et le Rwanda. Mais la priorité, je crois que mon collègue honorable Kassekwa, tout comme Henri Pacifique Mayala, serait d'accord avec moi, c'est d'abord des questions de paix et de sécurité, sans lesquelles c'est difficile de faire toute autre chose. Merci. Philo Amnini, vous nous suivez depuis la page Facebook de Radio Kapi. Vous dites à l'heure où nous sommes, ce n'est plus à calculer. Nous sommes très inquiets de voir 3 grandes villes se vider. On nous parle chaque fois de repli stratégique. À mon avis, la faiblesse se trouve au sein du commandement des Sange Luvungi. Il n'y a pas eu affrontement. Une chose est certaine,
soit c'est le gouvernement qui laisse faire, soit c'est la maison militaire. Alors, Jean-Baptiste Omindo Kassekwa, député national honoraire, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement et SID, parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. Votre réaction après la chute de la ville d'Ouvira? On nous a dit qu'Ouvira ne va pas tomber. Aujourd'hui, Ouvira entre les mains des rebelles de la FC M23 soutenus par le Rwanda. Votre réaction? Alors, parler de la chute de la grande ville de Ouvira, c'est aussi parler de la destruction des vies des Congolais. Des Congolais ont été tués dans le village de Moutaroulé, dans la plaine de la Ruzizi, au début de cette relance des hostilités par l'AFC M23 et l'armée rwandaise. Des compatriotes sont morts par des bombes à Luvungi. Nous avons vu des images insupportables. À Sangué, je parlais ce matin à un déplacé, un papa qui a perdu 4 de ses enfants. Je parlais ce soir à des compatriotes qui manquent de tout dans les sites de transit de Gatumba au Burundi. Le Burundi a disponibilisé des camions à la frontière et plus de 40 000 compatriotes sont à la belle étoile. 1 litre d'eau à Bujumbura vient de passer de 2 000 francs burundais à 8 000 francs. Et ces compatriotes manquent de tout. Et donc ceux qui ne sont pas morts des tirs, des bombes, risquent de mourir de faim, de soif, de froid, des enfants, des femmes abandonnées. D'autres ont fui vers l'axe Fizi-Baraka. Je parlais à des amis ce soir. C'est la catastrophe. Et à Bujumbura, l'ambassadeur, même ceux qui avaient déjà fui, ceux qui sont là depuis février, disent que l'ambassadeur garde une très longue distance vis-à-vis des compatriotes. Il dit que lui, il ne représente que Tshisekedi là-bas. Il n'est pas là pour l'intérêt de ces compatriotes-là. Depuis que ces 40 000 sont dans les camps de transit de Gatumba, aucun officiel congolais n'a fait signe de présence. D'autres sont cachés. Il y a le ministre chargé, je pense, de la diaspora qui a fait un tour dans les camps de déplacés au Burundi il y a quelques semaines. Mais pour quelle solution? Les compatriotes avec lesquels je parlais, ils lui ont décrit effectivement le comportement de cet ambassadeur, l'insensibilité à la souffrance. Ils en ont parlé lorsque le vice-premier ministre Jacques Chabani est passé par Bujumbura, de comment ils étaient abandonnés. Aucune solution. Mais à part ceux-là qui ont fui, d'autres dans des brousses autour d'Ouvira. Mais Ouvira, et les gens sont enfermés dans leur maison et les nouveaux occupants commencent une opération de ratissage avec des risques d'assister à ce à quoi nous avons vécu à Sake et à Goma. Tous les jeunes assimilés au Ouazalendo, moindre tatouage, vous êtes portés disparus. Bref, la destruction des villes des Congolais continue. Et ça, c'est à 42 mois de la prise de Bunagana, où les mêmes scènes de déplacement des compatriotes vers l'Ouganda, vers Rutshuru centre, jusque dans les cas autour de Goma a continué dans l'indifférence totale de Kinshasa. Ouvira vient tomber après 11 mois après Goma, 10 mois après Bukavu. Alors qu'en février, on a vu la population de Bukavu, de Ouvira se mobiliser pour apporter appui au FARDC en vue de défendre l'intégrité territoriale. Comment nous en arrivons là aujourd'hui? On dit souvent, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le commandant suprême des FARDC, le commandement de M. Félix, doit être questionné aujourd'hui. Le Congo ne peut pas continuellement être humilié de cette façon-là et que vous qui êtes commandant suprême, vous restez là. J'ai suivi avec beaucoup d'indignation ce fameux discours à la nation d'avant-hier. J'ai suivi son retour triomphal de Washington, au point que je me pose la question, quelle est la victoire qu'il était en train de célébrer d'Engili en descendant vers Tchangou
il était hissé au bord de sa voiture, comme s'il remportait une victoire. Est-ce que nous allons nous contenter de la simple victoire de sauver un régime et à salut d'un régime au sein de tous les minéraux? Lorsque vous lisez le fameux accord de partenariat stratégique RDC-Washington, on a bradé systématiquement tous les minéraux. Et quelle est la contrepartie que ces populations de Uvira gagnent de ces accords de Washington? Que ces populations de Fizi, parce que nous apprenons que ces gens qui viennent d'endeuiller Uvira ce soir, ils se proposent déjà d'aller rapidement vers Baraka Fizi pour sécuriser, disent-ils, leur conquête sur Uvira. Quelle est la dividende que ces populations de Fizi territoire gagnent de ces accords dont on le célèbre victorieusement la signature à Kinshasa? Bref, il est temps, de mon point de vue, que l'on demande des comptes sans complaisance à M. Félix, qui a la charge de la protection des Congolais ainsi que de l'intégrité du territoire national. Alors, est-ce qu'on peut parler des faillites de la politique sécuritaire du gouvernement congolais? Non seulement des faillites, mais également la politique diplomatique de M. Félix. Nous l'avons dénoncé depuis le début, que en fait, en sollicitant l'intervention des Américains, ce n'était pas pour la sécurité des populations meurtries de Beni, de Lituri, de Uvira, de Goma ou de Massissi, de Walikale. C'était simplement pour assurer son maintien au pouvoir, assurer éventuellement l'accompagnement des États-Unis pour le changement des constitutions en 2028, et pour ça, il est prêt à tout donner. Mais est-ce que nous allons nous contenter de ça et rester bras croisés? Mon collègue Juvenal Mounumbo l'a bien dit. En Andéa, Luvungi jusqu'à Uvira, l'FCM 23 veulent nous mettre dos au mur pour tout obtenir dans le fameux 6 protocoles à Doha. Donc, ils vont obtenir la congestion de l'Est de la RDC de la même manière que Trump vient d'obtenir la congestion de tous les secteurs miniers de la RDC. Et donc, est-ce que nous allons nous contenter de ça et accepter ces fameuses formules de force spéciale intérimaire 50% M23? Nous allons accepter ces dispositions qui sont contenues dans leur fameux protocole et rester bras croisés? Non. Il est temps que la société civile congolaise, l'Église, toutes les forces politiques, nous nous levons pour dire nous n'avons qu'une nation à sauvegarder. Si nous restons bras croisés et laisser les deux belligérants conclure des arrangements tels qu'ils le veulent pour que les uns gardent le contrôle du Kivu, que l'autre se félicite du contrôle de son pouvoir à partir de Kinshasa, eh bien, nous n'aurons plus une nation à sauvegarder, nous n'aurons plus un territoire. Et donc, merci. Nous devons changer de fusil d'épaule. Merci. Baraka Noël, vous dites que ni Doha ni Washington ne nous apportera la paix. Alors, Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security. Alors, votre analyse ou lecture de la situation Uvira, qui est tombé. Déjà hier, il y avait des alertes sur la situation dans cette ville du Sud Kivu, cette ville qui était le chef-lieu temporaire de la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, ce sont les rebelles qui sont dans la ville, qui contrôlent la ville d'Uvira. Votre réaction? Rebonsoir, Madame Kelly, rebonsoir aux honorables. Pour moi, ça tombe sans surprise. Comme je le disais déjà la fois passée, je n'attendais pas grand-chose de Washington, moins encore de Doha, en tout cas pour ce qui concerne le rétablissement de la paix sur le long terme. Que Uvira tombe comme un fruit mûr, pratiquement le lendemain de l'entérinement de l'accord de paix qui devrait être un signal fort, au moins pour cesser la mise en vigueur du cessez-le-feu.
c'est interpellateur. Que Uvira tombe le même jour, ou en tout cas au lendemain du jour où le président de la République présente devant le Congrès l'état de la nation, et que ça soit sous un ton pas assez ferme, que l'on dénonce un accord que l'on ne devrait pas déjà signer, cela est super interpellateur. À ce stade, je pense aussi, et pour revenir sur ce qu'a mentionné l'honorable Monobo, il faudrait que nous cessions de nous leurrer. Je pense qu'on pourrait tous recourir à la même source et se dire qu'il est très peu probable qu'il y ait un déploiement des troupes américaines sur le sol congolais. Et je pense qu'à un certain niveau, le gouvernement s'est réfugié dans ce faux espoir, espérant que voilà, il y aura cette intervention et que ça devrait. J'ai beaucoup aimé lorsque le président de la République, durant son allocution, a tacitement admis qu'on ne devrait pas continuer à compter sur les interventions étrangères, que ce soit régionales ou des collaborations avec des sociétés militaires privées ou des pays étrangers. On voit aujourd'hui comment est-ce que le Burundi s'est retiré. Ils sont en train de nous regarder de l'autre côté. On a vu la SADC plier bagage et nous avons vu les Roumains aussi repartir. Donc, je pense qu'il faut être assez clair avec nous-mêmes. C'est qu'à ce stade, on est voué à notre propre sort et n'est pas fabriquer des espoirs qui ne mèneront nulle part. Aujourd'hui, le sort de toute une nation est scellé sur le bon vouloir d'un dirigeant le plus puissant, en tout cas, de ce monde, mais aussi le plus imprévisible. Tout ce que nous avons vu, oui, il y a eu des dilatoires qui ont, dans une certaine mesure, retardé la signature de ce accord, mais qui, par la fin, on a vu sur le symbolique, c'était assez important des chefs de l'État qui ont fait la file pour se tenir devant Donald Trump, signer, donner aux Américains ce dont ils ont besoin, sans pour autant réfléchir sur nos peuples, sur notre intérêt en tant que Congo. Je ne vois pas d'issue possible. Encore une fois, comme le disait l'honorable Monubo, à un certain moment, il faut s'arrêter et se demander, oui, ça a été documenté que le Rwanda soutient le M23, mais jusqu'à quel niveau la rébellion de l'AFC M23 aurait construit sa propre agence, capacité d'agir dans le sens à se rendre autonome du Rwanda. Et on a vu que le Rwanda n'a pas retardé à réagir, se portant comme l'autre fois à Paris, porte-parole de la rébellion du M23. Et ce discours, ce narratif ne profiterait que au M23. Parce que de la même façon que les États-Unis ont sécurisé et obtenu ce dont ils avaient besoin, aujourd'hui, le Rwanda, il est dans une position vraiment assez confortable, dans le sens où ça ne sera pas vraiment à eux de directement jeter la première pierre ou de dire encore que votre responsabilité, qui jusque-là, les Américains n'ont pas encore investi assez afin de le prouver davantage que au-delà de la documentation existante du soutien du Rwanda au M23, il est passé de quel niveau d'apport à aujourd'hui quel niveau d'apport. C'est une information que sûrement ils disposent, les Américains, mais pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas dans ce sens-là à vraiment mettre davantage de pression sur le Rwanda pour qu'il se retire et qu'avec un peu d'espoir, on pourrait voir le M23 affaibli et que une contre-offensive, peut-être, je n'y crois pas trop, pourrait aider à rétablir l'autorité de l'État. Deuxièmement, si la logique militaire ne marche pas, et je pense que nous sommes d'accord là-dessus, il y a des canaux de dialogue.
quelqu'un nous disait tantôt que lorsqu'on ne peut pas combattre, on dialogue. Et je pense que c'est l'issue la plus favorable. Et le mécanisme qui, dans une certaine mesure, aiderait à adresser les 6 protocoles restants des 8 que propose Doha, parce qu'il s'agit maintenant de Doha, pour une parenthèse, il faudrait aussi dire que la réintensification de ces affrontements est en train d'une certaine manière de consacrer Doha, mais seulement Doha ne sera pas vidé avec les 2 seules personnes sur la table, parce qu'il y a des thématiques, Madame Kelly, qui ne devraient jamais ou qui ne seront jamais résolues avec un discours, je vais dire un dialogue juste entre le M23 et le gouvernement congolais. Il faut réunir toute la classe politique, selon vous? C'est ce que je suis en train de dire. Et je pense que le gouvernement congolais reste gagnant dans une certaine mesure où élargir ce cadre de dialogue ne mettrait pas en lumière que les demandes du M23. Par contre, il contribuerait à diluer tant soit peu aujourd'hui la pression que le M23 impose au gouvernement, de façon à ce que on trouve une solution pour une fois, pour toute cette gamme de problèmes, et non pas résoudre aujourd'hui le M23 et demain se rendre compte que voilà, la CRPC est constituée ou que les ADF sont devenus encore plus meurtriers qu'ils ne le sont déjà. Donc pour moi, je pense que oui, la logique militaire de plus en plus, nous voyons en faveur de qui l'avantage tourne, et continuer dans cette réflexion avec la perte de ce dernier partenaire que le Congo avait, le Burundi. On ne peut pas espérer la Tanzanie parce que nous savons tous ce par quoi la Tanzanie vient de passer, et les rapports au niveau régional restent assez incertains aussi, pour dire que après le type de collaboration que le Burundi vient d'avoir avec le Congo, qu'il y ait un autre pays qui va s'hasarder à investir des moyens, y compris ses hommes, pour protéger les Congolais. Merci. Vous êtes très très nombreux à suivre cette émission sur que ce soit sur la page Facebook, sur le compte X et sur la chaîne YouTube de Radio Okapi. Beaucoup de réactions. Les auditeurs qui nous suivent depuis Uvira, Bukavu, Goma, Lubumbashi, Afrique du Sud, vous êtes tellement nombreux. On va avant de lire vos réactions, on va prendre d'abord ceux qui sont en ligne au téléphone, ces auditeurs qui sont en ligne. On va aller à Mbujimayi au Kasai oriental pour écouter cet auditeur. C'est Smart Kalonji, j'interviens à partir de la ville de Mbujimayi. Notre gouvernement est dans une impasse car il a placé tous ses espoirs dans une diplomatie d'accords qui n'apporte rien sur terrain. Les accords signés à Washington prévoient quoi en cas de violation des conventions comme nous les constatons actuellement? Quand le président Tshisekedi prendra-t-il ses responsabilités en main et cessera-t-il de se plaindre auprès des autres États comme il le fait actuellement? Soyons conscients, car la RDC n'a jamais connu une situation aussi ridicule depuis son indépendance. Juvenal, mon nouveau. Alors, tout en répondant... En cas de violation de l'accord. Alors, je voudrais au même moment répondre à M. Kalonji, que j'ai bien suivi, mais au même moment répondre un peu aux collègues qui sont avec moi ici dans l'émission. Alors, c'est vrai, quand il y a des efforts diplomatiques qui sont fournis, comme c'est le cas maintenant du président Tshisekedi, je crois qu'il faut les encourager. Et parfois, on n'a toujours pas des résultats tout de suite. Je vais vous rappeler un cas, honorable Kassé, quoi. En 2002, on est en pleine deuxième guerre du Congo, ce qu'on appelait la guerre du RCD, mais ce n'était pas que la guerre du RCD, il y avait les MLC aussi, les RCD-KML et RCD-N avec celui qui est poursuivi maintenant en France, Lumbala. Eh bien, pendant que se déroulaient les négociations à Sun City, en Afrique du Sud, il y a eu 2 accords importants qui ont été signés. Il y a l'accord de Pretoria entre Joseph Kabila et Paul Kagame pour les retraits des troupes rwandaises.
il y a eu aussi l'accord, toujours en 2002, l'accord de Luanda pour le retrait des troupes ougandaises. Et beaucoup de gens ne croyaient pas. À l'époque, je me rappelle, j'étais encore aux études, mais quelqu'un me disait, mais à quoi ça va? Les gens pensaient qu'il n'y a que Sun City qui devrait aboutir, parce qu'à Sun City, c'était un dialogue inclusif avec la classe politique, la société civile. Mais on a vu au lendemain de la signature, ce n'était pas tout de suite au lendemain aussi, mais on a vu quelques jours après, les troupes rwandaises commençaient à se retirer de Goma et tout ça. C'est pour vous dire que moi je crois à la pression diplomatique. Là les troupes s'est retirées, mais là les troupes au lieu de se retirer sont en train d'avancer pour conquérir d'autres localités. On a signé que les 4. Je sais que les souffrances sont atroces de nos populations, mais on a signé il n'y a même pas une semaine. Il faut attendre combien de temps pour que cet accord soit appliqué? Ce n'est pas quelque chose d'assez arithmétique, parce qu'en 2002, il y a eu ces accords-là entre le Congo et le Rwanda, entre le Congo et l'Ouganda, et quelques jours après, je ne dis pas que ça devrait se passer dans une semaine, on a vu ces troupes se retirer. Alors, on pense peut-être qu'aujourd'hui, que c'est du domaine de l'impossible que les forces rwandaises se retirent du Congo, mais moi je crois, lorsque une action diplomatique porte des fruits, eh bien on peut assister à ça. Mais je pense que ce qui est urgent pour le moment, et je crois que tout en appelant évidemment à la vigilance, nous devrions beaucoup plus encourager un atterrissage en douceur du processus de paix. Moi, je crois que le moment est venu, et ça devait même être une demande du Parlement, parce que moi, ce que j'attends du Parlement, Assemblée nationale, Sénat, ça serait d'examiner, par exemple, ces accords qui ont été signés, parce que c'est prévu, la ratification, ça aurait dû déjà être fait, d'ailleurs, à lire strictement la Constitution, l'article 214. Et donc, à part examiner ces accords qui ont été signés, mais ça devrait aussi être de voter une recommandation demandant à ce qu'on conclue vite les négociations de Doha. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous aider à ce que l'autorité de l'État soit vite restaurée. Est-ce que maintenant, là, soyons réalistes, est-ce que maintenant c'est le moment de continuer avec cette mobilisation des citoyens pour agrandir les rangs de Ouazalendo, recruter d'autres Ouazalendo? Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que ça aura d'ici? Parce que moi je crois qu'à un moment donné il faut se rendre compte, est-ce que ça avance? On a eu recours au Ouazalendo, on a eu recours aux forces étrangères, vous voyez, burundaises en l'occurrence. Mais il faut évaluer à un moment donné. Moi je crois qu'il faut faire atterrir les processus de paix en douceur. Il faut vraiment conclure, mais tout en n'excédant pas tout, évidemment. Il faut savoir quelles concessions on adopte. Même cette histoire de cogestion intérimaire, il faut faire attention. Mais profiter de ces momentum, les moments de la conclusion des accords, de ces moments d'accalmie, parce qu'il y en aura. Il ne faut pas que les gens soient sceptiques, penser qu'il n'y en aura pas. Ça va venir. Il y aura un moment, les armes vont se taire, l'aéroport de Goma sera rouvert, il faut y croire. Et profiter de ces moments-là pour refonder vraiment l'État. Réformer l'armée, appliquer toutes ces recommandations qu'on a toujours eu à adresser au gouvernement pendant que nous étions avec d'ailleurs mon collègue Kassé à la commission de défense. Mais que pensez-vous de ceux qui parlent, qui insistent sur l'organisation du dialogue inclusif? Alors, il y a d'abord l'urgence. L'urgence numéro 1 pour l'instant là, c'est voir dans quelle mesure conclure cette histoire de Doha. C'est pour parler de Doha. Pourquoi? Parce que vous pouvez bien réaliser des progrès à Washington dans les processus entre Kinshasa et Kigali, mais aussi longtemps qu'on ne trouve pas une solution dans le fond par rapport à ceux qui occupent Nord Kivu, Sud Kivu, eh bien, moi je crois qu'il faut vite finir. Mais aussi, je pense que il faut, parce que les problèmes qu'on a, l'interlocuteur en face du gouvernement, ça ne devrait pas être que le M23. Il y a tant de problèmes, et là je suis tout d'accord avec les acteurs politiques qui pensent qu'il faut un dialogue inclusif. C'est très important, un dialogue inclusif. Mais il faut faire attention. Les dialogues inclusifs, c'est pas un moment d'un grand déballage comme ce fut le cas de la CNS qui aboutit finalement, ou comme à Sun City, à un partage du pouvoir, les fameux partages du gâteau. Si c'est un dialogue pour aider à refonder l'État, aider à rebooster ou à relancer les réformes, que ce soit dans les fonciers, dans l'administration de la justice, dans la réforme de l'armée, dans le contrôle des armes qui sont en circulation terriblement à l'est du Congo, eh bien, quelle diplomatie dans la région pour éviter toutes ces agressions? Comment surtout faire l'armée pour préparer de nouvelles guerres? Parce que ne vous en faites pas, il y aura un moment où il y aura des accords, il y aura la paix, mais il faut toujours penser, j'ai dit bien préparer de nouvelles guerres, parce que aussi longtemps que nous avons d'énormes ressources du sol et du sous-sol,
nous sommes objets de convoitises. Merci. Et ça, il faut toujours préparer d'éventuelles nouvelles guerres. Et pour ça, il faut réformer l'armée. Il faut vraiment... c'est vrai que vous insistez sur la réforme de l'armée. Oui, mais je voudrais un peu vraiment placer les clous là-bas, enfoncer. À part la réforme de l'armée, c'est pas seulement l'augmentation du budget de l'armée, parce que ce budget a été sensiblement augmenté. Il faut quoi d'autre? Il faut les contrôles. Il faut que l'inspection générale de l'armée fasse son travail. Il faut que l'auditorat fasse son travail. Il faut que la société civile s'implique davantage. Il faut que la société civile collabore avec les parlementaires et les parlementaires collaborent avec la société civile pour les suivis du secteur de sécurité. Merci. Ça, c'est très important. Il faut du contrôle presque. Merci. On va vous redonner contrôle parlementaire, contrôle citoyen. On va aller, cette fois-ci, c'est dans quelle province? Me signale là-bas, dans le Olomami. Ouais. Olomami, Charles Mpoudika, qui nous suit depuis les Olomami, qui est en ligne. On va le prendre très rapidement. Charles Mpoudika, j'interviens depuis la ville de Luena, province du Olomami. L'option militaire pour mettre fin à cette guerre ayant largement montré ses limites, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo devrait se montrer rassembleur en mettant les Congolais toutes tendances confondues autour d'une table afin de chercher la solution à l'interne. Car même la médiation étrangère se bute de plus en plus à cette même difficulté. Durcir le cœur ne fera que souffrir le peuple déjà victime de beaucoup d'autres maux. Alors, je vais ajouter la réaction de Florie Boang, qui nous suit depuis la province du Kasaï central. Nous devons dialoguer avec ces rebelles au lieu d'exposer la population congolaise à la mort. Votre réaction, Jean-Baptiste Kassé, quoi? Je suis d'avis que le dialogue est plus que opportun, raison pour laquelle le président Martin Fayoulou avait accepté d'aller rencontrer Félix le 5 juin 2025. Malheureusement, Félix, comme à l'endroit des évêques et pasteurs, il a réservé une fête non-recevoir aux démarches pacifiques, aux voix pacifiques qui lui sont adressées comme si il n'écoutait que le langage des armes. Aujourd'hui, la chute de la ville d'Uvira montre que plus l'État passe, plus on s'achemine vers une situation où ceux qui auront la supériorité militaire pouvons même rejeter les demandes de dialogue et vont poser de préalables avant d'accepter. Souvenons-nous de l'Outenika. Outenika, sous nos ancêtres, eh bien, Laurent Désiré Kabila s'est dit: je ne négocie plus, tout ce que je négocie, ce sont les conditions de la démission de Mobutu. Qu'adviendrait-il si aujourd'hui Félix continue à se crisper? Il a dit le 22 février, après la chute de Bukavu et de Goma, il a dit on ne peut pas négocier dans cette position de faiblesse. Aujourd'hui, cet état de faiblesse s'aggrave davantage. Mais s'il se crispe davantage et ne prend pas de la hauteur pour envie du dialogue, et que Kalemi tombe par malheur, et qu'il nous soit menacé, avec Kisangani, le Katanga, mais ces gens-là, nous allons écouter des préalables déjà, nous n'allons accepter des dialogues que si telle condition, telle autre. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Et vous pensez que si le président Tshisekedi décide de convoquer le dialogue aujourd'hui, cette rébellion ne va plus avancer, elle va s'arrêter? Alors, pour que le dialogue réussisse, il faut que Félix abandonne aussi sa logique, sa prétention d'après laquelle le dialogue ne peut se tenir qu'à sa convocation. Je pense qu'aujourd'hui, simplement, il faut qu'il négocie avec des pays africains, tels que l'Angola, tels que d'autres, le médiateur de l'Union africaine, toute cette équipe-là, pour leur dire, s'il vous plaît, intervenez avec l'appui de l'Union européenne, qui est de plus en plus mise à l'écart par Trump. Trump, lui, qui dit, on va gagner de l'argent au détriment des Chinois en RDC. Donc, l'Union africaine, les chefs d'État africains qui interviennent, en collaboration avec l'Union européenne, avec les États-Unis, pour que l'Union africaine convoque un dialogue qui réunit tout le monde. Et là, par exemple, étant donné qu'on va renouveler, reconfigurer le mandat de la MONUSCO, de toute urgence, il faut qu'on lui donne le mandat
de la surveillance du cessez-le-feu et qu'avec cette bonne volonté vers un dialogue inclusif, la communauté internationale entre dans une dynamique de sanctions contre tous ceux qui vont violer le cessez-le-feu, il faut dire aux gens du M23 que même si aujourd'hui ils ont les déchus militaires sur Tshisekedi, nous n'allons pas accepter ces fameux protocoles de Doha, système de congestion du Kivu, système de forces intérimaires. Non, le Congo n'est pas un pays à vendre, ce n'est pas un pays sans maître. Et donc, d'ailleurs, bien qu'ils prennent le contrôle des grandes villes, ils savent par exemple autour de Bukavu, toute la résistance, autour de Goma, dans les Bwito, tous ces gens autour de Bukavu, dans le territoire de Fizi, les Congolais n'ont pas abdiqué et les M23 n'ont pas intérêt d'entretenir cette zone de non-droit dans l'est de la RDC. Nous avons donc tous intérêt à un dialogue inclusif, que les gens du M23 mettent de l'eau dans leur vin, que Félix abandonne son arrogance après laquelle il n'aura de dialogue qu'à sa parole, comme si c'est le Dieu du Congo qui fait tomber la pluie et les beaux temps. Non, on doit être humble et avec le concours de ses partenaires africains et internationaux, on va vers un dialogue inclusif pour nous donner les chances de refonder la RDC. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu. Est-ce que Vital Nyunda, depuis Bukavu, au sud Kivu. Ma préoccupation est de savoir pourquoi les FARDC sont dans des replis stratégiques en avançant comme motif. Elles sont en train d'épargner les vies civiles. Il faut se poser la question jusqu'où elles iront pour que les vies civiles ne puissent plus être mises en danger. Deuxième préoccupation, à quoi ont servi les accords signés à Washington entre le président Tshisekedi et Kagame? Parce qu'on ne voit pas les conséquences de ces accords sur le terrain. Parce qu'on pensait que ça allait stopper l'avancée des rebelles du M23. Mais au contraire, on a constaté que c'est comme si ces accords ont accéléré l'avancée des troupes du M23 sur terrain.